Chers amis internautes qui nous suivez, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un urbaniste qui a été chercheur à l'université de Montpellier, qui est revenu au Sénégal, a démarré dans le privé à Telium pour se retrouver dans l'escarcelle du parti au pouvoir. Il a été conseiller du président de la République avant d'être directeur général de la SNHLM. On l'a invité aujourd'hui pour analyser les grands points de l'actualité nationale. Monsieur Mamadou Kassé, bonjour. Bonjour, cher Yérim. Voilà, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous recevoir pour pouvoir discuter avec vous du Sénégal, en partant évidemment de l'actualité. Que vous inspire le procès de Khalifa Sall? Vous remercier d'abord de l'honneur que vous me faites de m'accueillir dans ce plateau prestigieux, puis l'occasion aussi de vous féliciter pour votre nouvelle plateforme. Revenant au procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, je pense tout de même que nous avons tous été unanimes que cela avait une source, un audit plus que basique, je dirais, de l'inspection générale d'État, qui aboutit finalement à une instruction menée par le juge d'instruction et finalement un procès. Le procès étant en cours, il est peut-être pour nous difficile de nous prononcer sur les termes même du fond du dossier, parce qu'il y a une question d'opinion corrélée à tout ça. L'idée que l'opinion se fait peut-être d'une personne qui potentiellement pourrait être candidat à la présidentielle et qui se retrouve à répondre devant la justice de sa gestion. Ça me rappelle une phrase que je crois j'ai dû capter de Alain Duhamel, qui se prononçant à la matinale sur LCI, disait justement qu'aujourd'hui, on est dans une phase en politique d'une transparence tyrannique. Il parlait de Fillon, je crois, et de ses démêlés avec la justice précédant un peu la présidentielle. Il disait justement que cette transparence tyrannique était à prendre en compte pour n'importe quel candidat à une présidentielle. Mais est-ce qu'au Sénégal, cette transparence est si tyrannique que ça? Parce qu'au moment où Khalifa Sall est jugé, beaucoup de dossiers de l'OFNAC, de l'IGE, de la Cour des comptes dorment dans les tiroirs du président. Bon, là, vous m'amenez dans le secret des dieux et dans les prérogatives du président de la République. Vous savez, ce qui motive tout cela, moi, je ne peux pas le savoir. Très bien. Mais ce que je sais, est-ce qu'au-delà de toutes ces affaires-là, cela ne dédouane pas aujourd'hui un candidat à la présidentielle, fût-il maire de Dakar, de répondre devant la justice de sa propre gestion, si tant est qu'il y a des éléments qui peut-être l'accablent. Très bien. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, il n'y a pas une réflexion à mener globale autour de la lutte contre la corruption, mais qui ne soit plus une lutte sélective, basée sur l'appartenance politique des uns et des autres? Vous savez, pour moi, la lutte contre la corruption, la concussion ou les autres termes du genre, qui veulent peut-être, qui se recoupent en tout cas dans ce qu'il convient d'éviter dans une gouvernance moderne, je dirais c'est tous les secteurs aujourd'hui présentent un risque face à la corruption. Que ce soit des secteurs économiques ou d'autres secteurs comme la presse ou notre secteur à nous, les urbanistes, les architectes, la construction, la politique, la sécurité, la défense nationale. Partout, il y a des risques de corruption parce que l'homme en tant que tel peut présenter des éléments, soit où il peut être incorruptible ou un corrupteur. Mais ce qu'il faut interroger, c'est notre système judiciaire et également notre magistrature. Parce que, cher Yérim, tout de même, on est au Sénégal. Quand je me remémore un peu de grands messieurs qui ont joué de grands rôles dans la magistrature, Ousmane Goundiam, Ousmane Camara, ou Kéba Mbaye, ou Caroline Crespin, ou Hassan Bassirou Diouf, ou d'autres encore, Basile Senghor, André Ziavaz, Louis Préra de Carvalho. Enfin, il y en a eu qui ont symbolisé en tout cas cette magistrature qui était là et qui n'était pas forcément corruptible et qui savait quelquefois sortir de sa réserve pour prendre de très bonnes positions qui étaient des positions républicaines. Ce que je veux dire, c'est que notre système judiciaire aujourd'hui, si on s'en réfère à la charte fondamentale de notre pays, notamment l'article 88 et l'article 90 de la Constitution,
le juge, le magistrat assis, celui qui instruit et qui juge, je ne parle pas du procureur, celui-là même, en dehors du fait que les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont séparés, ce juge-là, la Constitution dit que c'est un juge inamovible. Et quand je me réfère aujourd'hui à la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats, il s'avère qu'à l'article 6 de cette même loi, il est dit que sauf faute, je dirais de premier rang, une faute disciplinaire de premier rang, le juge ne peut même pas être muté ou affecté sans son consentement. Très bien. Ce sont des, on est au cœur de gages d'indépendance. Vous posez un vrai problème, le problème de l'indépendance de la magistrature, qui est un pilier pour moi de la séparation des pouvoirs. Absolument. Mais justement, Macky Sall est accusé par ses détracteurs d'instrumentaliser cette même justice pour pouvoir écarter ses concurrents les plus dangereux à la prochaine élection. C'est le cas de Karim Wade, c'est le cas, dit-on, de Khalifa Sall. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce que je pense, c'est que simplement, ces personnes ne sont pas arrivées devant les juges avec une feuille d'instruction toute blanche. Il y a bien des choses qu'on leur reproche. Je pense que c'est l'occasion, dans ce cadre-là, de pouvoir prouver toute leur innocence. Parce que je pense que si je ne m'abuse, des quelques bribes qu'on connaît en droit, c'est bien actori incumbit probatio, c'est-à-dire la preuve incombe au demandeur. On vous accuse et on donne les preuves de vos accusations. Et vous, charge maintenant à vous de vous défendre au point de dire, bon voilà, moi de toute façon, je ne suis en rien concerné. Mais j'ai bien fait de commencer par le statut de ces magistrats-là et leur indépendance, parce qu'effectivement, il n'appartient pas au président Macky Sall de venir à la table des juges pour juger des prévenus. Mais, M. Kassé, vous savez justement qu'il y a un vrai problème lié à l'inamovibilité. Pour la bonne et simple raison que le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne simplement le ministre de la Justice et son adjoint, vous voyez qu'avec l'arrivée de Souleymane Teliko, les magistrats ont fait un séminaire sur l'indépendance de la justice au cours duquel ils ont fait une première proposition, c'est-à-dire sortir le président de la République et le ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'ils savent que leur présence dans ce conseil-là constitue une sorte d'hypothèque à l'indépendance de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de cette revendication? Ce que je pense, c'est que de toute façon, naturellement, notre système va évoluer. Parce que le système en 2017 n'est pas ce qu'il était en 1960. Il a bien dû évoluer parce que déjà, c'est à partir de la Constitution de 63 qu'on consacrait déjà directement la séparation de ces pouvoirs-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire la magistrature, elle est incarnée par des personnes et par des personnalités. Et c'est ces acteurs-là qui sont censés animer. Et j'ai une fois lu une réflexion de Aliou Niane lorsqu'il était président de l'Union des magistrats, où il disait justement que dans la même loi portant justement statut des magistrats, il appartient aux magistrats, au titre de leur serment, de réclamer et même de gérer leur inamovibilité et même leur indépendance. Donc, il s'agit également du jeu des acteurs. La deuxième chose, c'est que si aujourd'hui, demain, il est probable, peut-être, enfin, je ne sais pas qu'il soit probable, indiqué. Mais il est indiqué peut-être d'avoir une évolution à ce niveau-là. Je pense que c'est une réflexion à mener. Et moi, je vois le président tout à fait ouvert, en tout cas. Voilà. C'est cette dynamique de l'évolution-là. Toutes les sociétés démocratiques se raffinent avec le dialogue, n'est-ce pas, avec la concertation. La concertation est un des outils de la démocratie moderne. Il se trouve qu'au Sénégal, le fameux cadre de concertation sur le processus électoral a exclu de facto les acteurs les plus importants de l'opposition, du jeu politique. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour corriger ça? Et est-ce que le président de la République doit accepter la principale revendication de l'opposition, c'est-à-dire nommer une personnalité neutre pour gérer le processus électoral? Mais, cher Yérim, moi je dois dire d'abord qu'ils n'ont pas été exclus, ils se sont auto-exclus du processus, posant des conditions qui me semblaient être des conditions un peu inacceptables, un peu fantaisistes. Parce que, en réalité, pourquoi on va à la table de négociation?
c'est pour poser les problèmes. Mais si l'opposition qui s'est auto-exclue a décidé de poser les problèmes dehors mais pas sur la table, ça pose un problème déjà de cadre. Mais moi, ce que je pense foncièrement, c'est que nous n'en sommes pas à notre première élection présidentielle. Et pourtant, le système a déjà bien évolué. Ça veut dire qu'en l'état, on peut organiser des élections présidentielles transparentes. Mais il est toujours bon de venir à la table, poser ces problèmes sur la table pour effectivement qu'on en discute. J'en veux pour preuve. Lorsque vous présidez un conseil d'administration ou une réunion quelconque, une réunion basique, quand bien même ce n'est pas une réunion de concertation, l'ordre du jour n'est jamais fixe. Il y a toujours des ouvertures à un ordre du jour. C'est-à-dire, le président commence par proposer le projet d'ordre du jour à l'amendement d'abord des participants qui ont peut-être des choses à dire, ou ensuite, si on a oublié d'autres points, c'est dans les questions diverses. Donc moi, je trouve que dès le départ, il y a une opposition. Il me semble, hein, c'est ma lecture et je l'assume, il me semble qu'il y en a qui ont décidé, peut-être pour... c'est leur stratégie pour peut-être faire du buzz ou avoir peut-être une opinion de combattant ou de dire, bon, de toute façon, nous sommes ceux qui disons absolument non à tout. Et ils ont décidé, à mon avis, de bloquer le processus à ce niveau-là et de ne pas être à la table. Mais moi, je les voyais bien à la table avec leurs propres contradictions, portant leurs contradictions au cou. Très bien. Aujourd'hui, on est à la veille d'une élection importante, la mère des élections, l'élection présidentielle de 2019. Vous êtes certes directeur de la SNHLM, mais vous êtes aussi acteur politique, parce que j'imagine que vous êtes membre de la paire. Absolument. N'est-ce pas? Vous imaginez pas, voilà. Je sais que vous le savez. Voilà. Mon analyse, c'est qu'on va vers des élections très ouvertes, mais il y a un problème d'abord, de base. Il faut que les gens aient leur carte pour voter. Est-ce que ça ne vous scandalise pas, en tant que Sénégalais, qu'on en soit à ce que des centaines de milliers de Sénégalais réclament leur carte pendant qu'on a passé 52 milliards de francs CFA? Bon, comme je vous disais, les choses peuvent toujours mieux évoluer. C'est vrai qu'il y a eu certains citoyens qui n'avaient pas leur carte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des alternatives qui avaient été proposées pour que ces mêmes personnes, ne détenant pas leur carte, puissent voter. Il me semble. Ça, c'est des mesures peut-être conservatoires par rapport à un processus qui n'avait pas été achevé dans la distribution. Et dans la distribution, je crois qu'il y a lieu de savoir qu'il y a des cartes qui n'étaient pas prêtes et il y a des cartes qui n'ont pas été retirées. Là aussi, il faut faire la balance des responsabilités. Mais je crois que ce qu'il y a lieu de retenir, c'est le nombre de votants qui a bien évolué, je dirais. Et d'ailleurs, on a explosé les objectifs. Parce que au départ, je crois que l'objectif était d'inscrire 4 millions de personnes sur le fichier. On était bien au-delà. Et pour la première fois, 3 100 000 personnes ont voté. Avec un taux de participation qui était tout de même un taux de participation historique pour ce type d'élection. Donc, ça affaiblit un peu les marges négatives. Mais néanmoins, des marges quand même. Mais néanmoins, je pense tout de même qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est dans les dispositions, en tout cas, d'accélérer le processus pour que le problème ne se pose pas au niveau de la présidence. Monsieur Kassé, vous allez convenir avec moi que vu la réputation démocratique de notre pays, il y a des problèmes que nous devons dépasser. Absolument, je suis d'accord. Que proposez-vous aujourd'hui concrètement pour raffiner nos institutions démocratiques? Non, vous savez, pour moi, il ne m'appartient pas à la limite de proposer. Moi, j'appartiens à un cadre. J'ai décidé de faire de la politique, j'appartiens à un parti, j'appartiens à une coalition, j'accompagne. Mais ce qui est important, c'est finalement la position de tous les acteurs. Et ce qui fait évoluer notre démocratie et qui lui donne davantage de vitalité, c'est quoi? C'est la concertation, c'est le dialogue. Parce que c'est les acteurs du jeu politique, justement, et qui doivent faire évoluer les règles. Parce que l'opposition voudra toujours, effectivement, qu'il y ait une alternance pour qu'elle fasse aussi valoir son programme
et amènent ses idées et également se mettent à l'exercice du pouvoir. Parce que la conquête est un élément important, effectivement, de ce jeu-là. Donc, il appartient aux acteurs, aujourd'hui, de voir quels sont les blocages et quels sont les éléments qui peuvent amener à une meilleure vitalité. Aujourd'hui, la question des parrainages pose problème. Et vous conviendrez avec moi, cher Yérim, qu'aujourd'hui, avoir 47 candidats à la présidentielle peut paraître fastidieux. C'est clair. Donc, il y a des candidats, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y ait un mécanisme de régulation de la démocratie. Ça, on est d'accord. Parce qu'on a fait l'expérience avec les législatives. En ouvrant, on a eu tellement de listes que ça a posé problème pour voter. Parce que nous sommes une grande démocratie, mais nous sommes une grande démocratie d'un pays peut-être économiquement plus faible que d'autres grandes démocraties. Donc ça sont aussi des aspects qu'il faut prendre en compte. Moi, je vous donne un exemple. Je sortais de mon bureau de vote, ma voisine, direct, à Tamba, au quartier Plateau, qui sort et qui me dit c'est la catastrophe, je n'ai pas vu notre bulletin. Alors que moi, j'étais dans la cour, je m'en allais. Je dis, oui, M. Kassé, je n'ai pas retrouvé mon bulletin. Je dis, pourtant, le bulletin est bien là-bas. J'étais en train de lui expliquer, vous tournez à gauche, vous allez à droite après. Bon, pour pouvoir, effectivement, c'est quand même scandaleux. Vous avez posé un problème, vous dites justement que nous sommes une démocratie, mais dans un contexte économique fragile. Et vous savez, il y a beaucoup de débats autour de la santé économique de notre pays. Le gouvernement allègue qu'il est aux alentours de 7% de croissance, mais le petit peuple rétorque que la croissance ne se mange pas et ne se ressent pas dans le plat de Thiéboudienne des Sénégalais. Que pensez-vous de ce débat-là? Bon, la croissance, ça ne se mange pas, mais sans croissance, on ne mange pas. Alors, bon, je dis simplement que lorsque vous êtes élu, comme c'est le cas du président Macky Sall, élu sur la base d'engagement. Donc, à la sortie, on vous juge par rapport au respect de vos engagements pris devant les citoyens. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point aussi, il y a la radioscopie. C'est-à-dire d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller. Mais on est obligé de parler de la croissance parce que ce sont les critères modernes, c'est-à-dire l'analyse des agrégats macroéconomiques nous permettent de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est dans nos différentes politiques. Par conséquent, ça c'est universel, ce n'est pas nous qui l'avons créé et nous le partageons avec tous les pays du monde qui se disent modernes. On analyse par la croissance, par la maîtrise de l'inflation, par la maîtrise des déficits publics, par l'analyse des grands agrégats macroéconomiques. Par conséquent, notre croissance en 2011, elle était à 1,7. Aujourd'hui, elle est à 7,1. Si ce n'est pas une évolution, je ne sais pas ce qu'on peut appeler évolution, parce qu'on analyse notre production intérieure brute nette, réelle, le PIB réel. En même temps, on analyse l'évolution de nos prix et également notre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des Sénégalais, qu'il soit dans le formel ou dans l'informel. On mesure aussi par rapport à ceux avec qui nous partageons notre espace économique élargi et avec qui nous partageons un certain nombre de critères de convergence communs, avec qui nous partageons notre monnaie. Donc ce sont des instruments de mesure. Nous sommes obligés de passer par là. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces agrégats? C'est qu'effectivement, ils ont bien évolué, tant la production, tant le budget, tant l'inflation maîtrisée et tant les autres. Et pourquoi il tarde à se concrétiser dans le pouvoir d'achat réel du Sénégalais? Ça et maintenant, il y a peut-être d'autres réflexions à mener. Parce que moi, je dis encore une fois, il faut être raisonnable. Tout ne peut pas être rose. Et il y a effectivement une priorisation nécessaire dans une gestion des économies du type du Sénégal, qu'on peut qualifier de pays pauvre très endetté, qu'on a qualifié dans le temps de pays du tiers-monde, qu'on a qualifié de pays en développement, ou aujourd'hui pays en croissance ou vers l'émergence. Parce qu'effectivement, il faut avoir une orientation. Et c'est là où, justement, moi je suis d'accord avec le président, quand il dit qu'avec le document stratégique de réduction de la pauvreté, avec la stratégie de croissance accélérée, nous avions plutôt géré la pauvreté.
mais nous n'avions pas essayé d'avoir un cap vers l'émergence, donc nous n'avions pas d'orientation vers le développement. Donc il fallait choisir peut-être des secteurs moteurs pour booster notre croissance à travers des projets bien ciblés et des réformes phares. Ça tourne autour de ça et également calé au Yoonu Yokkute sur lesquels effectivement le président avait pris des engagements. Justement, vous avez parlé parmi les critères de la maîtrise des déficits publics. Il se trouve qu'avec l'AIBD, le SICAD, l'autoroute Ila Touba, l'université Amadou Mahtar Mbow, l'État s'est surendetté au point que la FMI parle de surendettement dangereux. Évidemment, on ne peut pas reprocher à un État de s'endetter, mais on reproche à votre régime de s'endetter pour de mauvaises raisons. De s'endetter non pas pour investir, mais pour consommer, c'est-à-dire pour construire des éléphants blancs. Que répondez-vous à cette critique? Moi, je pense que le mot dangereux est trop fort. Mais effectivement, lorsqu'on s'endette, même nous, en tant que personnes privées, lorsqu'on s'endette, on a toujours des raisons d'être inquiets. Mais là où je suis d'accord, moi, avec notre type d'endettement, c'est que nous nous endettons pour nous développer. C'est-à-dire que ce n'est pas un endettement aujourd'hui qui est destiné, comme on l'a vu par le passé, à organiser un festival ou quelque chose où on n'a pas un retour sur investissement. Aujourd'hui, l'aéroport nous apporte de la valeur ajoutée. C'est important aussi de le dire. Une autoroute, c'est pour améliorer la mobilité. Une deuxième université, c'est pour désengorger la seule université. Aujourd'hui, je dirais la seule grande université et qui n'a pas été effectivement construite avec des fonds souverains. Je signale que les 65 milliards qui sont injectés dans l'université Amadou Mahtar Mbow proviennent du budget de l'État. Le président a même bien précisé que nous allons mettre 130 milliards dans 2 universités et pour la première fois, le Sénégal va de manière souveraine investir dans 2 grandes infrastructures universitaires. Il y a le TER. Aujourd'hui, les questions de mobilité, je dirais dans l'urbain intramuros, posent problème. Ouais, mais comment, le petit train bleu est là. Et pourtant, il y a des personnes qui l'empruntent. Ouais, mais comment il peut ça ne choque personne, c'est des problèmes de sécurité. Je sais, mais s'il y a le petit train bleu, il y a des bus Tata qui arrivent jusqu'à Diamniadio. Il y a d'autres modes de transport, etc. Vous pouvez comprendre qu'on mette 1200 milliards dans un TR. Bon, vous utilisez les chiffres de Sonko, vous êtes ensemble ou Non, je n'utilise pas les chiffres de Sonko. J'utilise au moins les chiffres officiels jusqu'à nouvel ordre. Non, mais attends, même ceux qui ont les chiffres officiels reconnaissent que le TR va au-delà des 590 milliards. Je n'ai jamais entendu quand même, en tout cas nos mandants, ceux qu'on a mandatés au niveau de l'État, parler de 1200 milliards. Par contre, j'ai entendu Sonko, que je respecte beaucoup d'ailleurs, dans notre génération, qui a parlé de 1200 milliards sans d'ailleurs apporter réellement des preuves tangibles. Mais bon, parfois, ça encore, comme c'est un spécialiste de la fiscalité, on le laissera bien présenter aux Sénégalais ces preuves. Mais ma foi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'infrastructure de dernière génération, qui doit partir de la ville pour rejoindre le nouveau pôle, mais doit répondre en termes logiques au même standard que ce qui est posé dans cet espace-là. Toutes les infrastructures aujourd'hui construites au niveau du pôle urbain de Diamniadio restent des infrastructures de dernière génération. Que ce soit le centre international de conférence, la gare des gros porteurs, le marché d'intérêt national, le palais omnisport, l'université et toutes les autres infrastructures destinées à l'habitat ainsi que les sphères ministérielles, je pense, méritent tout de même une infrastructure de desserte moderne. D'ailleurs, ce n'est qu'un pas. Le pas, on arrive à Diamniadio, on va à Diass, mais le projet en tant que tel, c'est tout de même la réhabilitation même ou la renaissance du rail qui est une infrastructure de développement importante en termes de transport de personnes et de marchandises. Mais ce dont il s'agit ici, c'est de la mobilité de Dakar à la banlieue et vers l'espace nouveau qu'est le pôle urbain de Diamniadio et également dans le triangle
Dakar-Mbour-Thiès, où plusieurs infrastructures convergent. La zone économique spéciale, l'aéroport, le pôle urbain de Diamniadio et la capitale. Vous êtes urbaniste, Oui. spécialiste d'aménagement du territoire. Oui. Ça ne vous choque pas que tout cet argent-là soit investi entre Dakar et Diamniadio, c'est-à-dire sur un rayon de 40 km, pendant que voilà, les problèmes de développement qui se posent avec acuité en Casamance, à Kaolack, à Truc, vous avez bien raison de parler, parce que sans rail, il n'y a pas de développement. Mais ici, il ne s'agit pas d'un rail, il s'agit d'un rail de luxe qui transporte des personnes. Ça n'a rien à voir avec un rail qui partirait d'ici, qui irait jusqu'à Ziguinchor et qui transporterait des marchandises. Vous, en tant que spécialiste de l'aménagement du territoire, vous ne pensez pas qu'on doit décongestionner le développement quand même? Bon, mais c'est ce qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, quand les gens ont tellement la passion du train, lorsqu'ils parlent du TER, ils oublient tout ce qui se fait ailleurs. Mais les deux bateaux, Agen et Djambogne, est-ce qu'ils ont été mis en service? Ce n'était pas pour Dakar. C'est pour améliorer la desserte vers Ziguinchor, je suppose. La route Tamba-Dialokoto, je l'emprunte, parce que je fais de la politique dans le département. La route Mako-Kédougou, la route Nioro-Dingirai-Keur Aïb, la route Linger-Matam, l'autoroute Ila-Touba, mais tout ça, ce n'est pas Dakar. Tout l'ensemble du PUDC est destiné au monde rural. La quasi-totalité de ce qui est investi dans l'agriculture est injecté dans le monde rural. D'accord, vous êtes Mais urbaniste. moi, je vois aujourd'hui mal un TER entre Goudiri et Tambacounda. Je vous pose une question. Le flux ne le demande pas, C'est ça. le flux de transporteurs. La densité de population n'est pas la même et ce n'est pas une infrastructure urbaine. En tant qu'urbaniste, vous ne trouvez pas anarchique et désordonné la façon dont ce pays se construit? Au contraire, moi je trouve qu'on a plutôt inversé la tendance. Moi je pense que plutôt avant l'arrivée du président, c'était souvent beaucoup d'à-coups, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'investissements que je jugeais un peu désordonnés. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a davantage de cohérence dans la distribution, en tout cas des investissements en termes d'infrastructures au niveau national, beaucoup de prise en compte de l'aménagement du territoire. Je le dis parce que quand j'étais conseiller, j'étais aussi président du conseil d'administration de l'ANAT. Donc, le plan national d'aménagement et de développement durable du territoire le définit très bien. D'ailleurs, il y a des segments où effectivement il y a une concentration de population, où les investissements ne peuvent pas être du même acabit qu'effectivement d'autres zones où la densité est moins forte. Voilà. Mais il y a une chose importante, Oui. il y a ce que j'appelle moi la bombe jeune, et il faut le reconnaître, qui n'est pas spécifique au Sénégal, qui est une question africaine. On a une population jeune, généralement mal formée, dans des universités quasi abandonnées, des universités qui n'enseignent plus, et qui au bout du rouleau arrivent au Sénégal. Il y a 100 000 jeunes qui arrivent annuellement sur le marché du travail et qui ne trouvent pas du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour désamorcer cette bombe? Bon, moi je pense que le président l'a lui-même dit. Nous avons fait beaucoup d'efforts sur la question de l'emploi, mais nous avons encore des efforts à faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au-delà du recrutement fort qui a été fait au niveau de la fonction publique en 7 ans, au niveau de la force de travail qui a été créée avec les nouveaux projets, autant le PUDC que les domaines agricoles communautaires et toutes les autres poches, en tout cas les autres niches de notre économie, aujourd'hui, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide vient aussi en appoint de ce que le FONGIP fait déjà à ce niveau-là pour la création d'emplois et également l'auto-emploi en tant que tel, pour accompagner. Mais je crois qu'il y a encore naturellement des efforts à faire. Mais il faut reconnaître qu'on a aussi bien évolué à ce niveau-là. Pour moi, le boom jeune, c'est plus une opportunité qu'un frein. Parce que pour se développer, on a besoin d'énergie. Pour se développer, on a besoin de vitalité. Pour se développer, on a besoin de force. Et c'est pour cela que
la diversification de l'offre de formation issue justement de l'inspiration même du PSE, selon les orientations et les directives du président de la République, où on oriente davantage vers des matières scientifiques, parce que vous êtes d'accord avec moi, Ouais, qu'on qu'il y a n'a trop- plus trop de besoin littéraires. de C'est littéraires clair. en grand nombre, trop de sociologues. C'est-à-dire qu'aussi, il faut que certaines personnes choisissent également, comme dans les pays, enfin, en tout cas où ça a été expérimenté, de faire un BEP. Aujourd'hui, par exemple, à la SNHLM, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de techniciens supérieurs. Mais effectivement, il faut qu'on en trouve sur le marché. Expérimenté, c'est-à-dire celui qui s'arrête à Bac+2 et qui peut trouver un travail, qui a fait un métier. Celui qui fait un BEP ou celui qui fait un CAP, parce que nous avons besoin justement... Ça pose le problème de l'apprentissage et de la formation Essayez de professionnelle. trouver Maintenant, aujourd'hui un jardinier expérimenté parce que vous avez un salaire à donner que vous ne le trouverez pas. je suis d'accord avec vous. On va terminer le débat non loin de chez vous. Vous êtes de Tambacounda, on va aller en Casamance. Toutes les péripéties qu'on a rencontrées. À votre avis, quel est le meilleur médicament à cette plaie de la Casamance? Bon, je pense qu'il y a eu une tache d'huile. Je crois que 6 ans d'accalmie, ça suffit quand même à nous montrer qu'il y a un processus qui est enclenché. Maintenant, peut-être que avec l'éclairage de nos forces de sécurité qui se déploient sur le terrain, nous en saurons un peu plus. Mais moi, je dois d'abord saluer la dynamique. Parce que le président, quand il est arrivé en 2012, il a tout de suite montré que la Casamance, la question de la Casamance était une question importante, une question de rang majeur. Il s'est rendu sur place et il s'est déployé, il s'est employé tout au long de son premier mandat, justement à redonner le sourire aux Casamancais et également espoir à tous les Sénégalais que la Casamance est une terre où nous pouvons investir et où nous pouvons aller en toute sécurité. Maintenant, dans chaque processus, il peut y avoir des taches d'huile, comme ce qui s'est passé à Bofa-Bayotte la dernière fois. Ça me touche particulièrement parce que la zone où justement ces massacres ont eu lieu sont attenantes, en fait, en tout cas la zone est attenante à un autre terrain qui appartient à la SNHLM où on avait déjà mené de grandes discussions. C'est la zone de Kantène, donc, qui est juste après donc, le cimetière de Kantène et qui jouxte en fait la commune de Niaguis. Donc, bon, c'est une question en tout cas qui nous tient à cœur parce que la Casamance est la sève nourricière et les nourricières même de notre économie si tout va bien. On va terminer cet entretien par une projection sur 2019. Je vais faire un certain nombre de constats. Sur cette liste électorale, il y a 2 millions de primo-votants. Oui. L'élection va se dérouler dans un contexte économique tendu pour le pouvoir d'achat des Sénégalais. L'élection va se dérouler dans un climat de mécontentement où les partisans de Karim Wade, qui va être éliminé pour les raisons que vous savez, et les partisans de Khalifa Sall, qui va aussi l'être de la même manière, très probablement à l'issue de ce procès. Vous n'avez pas peur que cette élection soit une mauvaise élection pour votre camp politique? Bon, je vous connaissais très bon journaliste, mais je ne vous connaissais pas excellent prédicateur à ce niveau-là. Bon, enfin, disons en tout cas, moi à ce niveau-là, vous savez, je le disais tout à l'heure, le président est attendu sur le bilan qu'il doit tirer des engagements qu'il a pris devant les Sénégalais en 2012. Et forcément, l'opposition ne sera pas là pour reconnaître le caractère positif de son bilan et fera tout pour peindre en noir tout ce qui a été fait. Mais les primo-votants, c'est eux qui ont donné la majorité, enfin une partie en tout cas, a donné une infime partie. Oh. Et toutes les études en sciences politiques ont montré que les primo-votants votent contre le pouvoir. Moi, je suis persuadé qu'en 2019, nous ferons de grands pieds de nez à la science politique moderne. Parce que le PUDC touche bien le monde rural.
Aujourd'hui, le programme de modernisation des villes, Promoville, permet un rattrapage du gap infrastructurel en milieu urbain pour rééquilibrer. Je crois que ce qui est injecté dans le PUMA permettra au niveau de nos axes frontaliers et qui nous intéresse au premier chef parce que nous sommes frontaliers à 5 pays au niveau de la région de Tambacounda. À ce niveau-là aussi, nous sommes bien conscients qu'il y aura un bilan positif. Tout ce qui a été entrepris dans l'accélération de l'offre d'habitat et l'accélération de la cadence agricole, malgré quelques difficultés, parce que le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Seck, est revenu un peu sur les interpellations sur la campagne agricole. Et justement, nous avons été apaisés un peu parce qu'il disait que nous sommes qu'à 2 mois de la campagne et que nous tirerons le bilan dans 4 mois et qu'il y a des mesures qui sont prévues, en tout cas pour la commercialisation de l'arachide. Mais toutes les productions ont explosé. C'est historique. Donc, moi je dis qu'à grande réalisation, grand gain. Et le président n'est pas non plus un nain politique. Donc nous avons confiance à son bilan, nous avons confiance en sa posture, nous avons confiance en sa sérénité et nous avons bien analysé depuis 2012 la confiance renouvelée des citoyens à chaque consultation électorale. Il reviendra à nos compatriotes le 24 février de trancher ce débat. On verra qui aura le bénéfice de la volonté populaire au bout de ce mandat de 7 ans du président Macky Sall. Chers amis internautes, on vous l'avait promis, on l'a fait. Yerim Post est un espace de débat, une plateforme de discussion où on évoque l'actualité, où on analyse l'actualité avec la hauteur et la distance critique qu'il faut. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir de recevoir Mamadou Kassé qui a analysé avec hauteur les faits de l'actualité. À bientôt avec un autre invité sur d'autres questions qui nous préoccupent.